Décembre 2014, nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Déclaration ce matin du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika, elle a porté sur la situation sociopolitique du pays. « 25e année d'existence du club de karaté Niger-Type. Des séances de démonstration ont été organisées ce matin à cette occasion. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Nous recevons sur ce plateau M. Mahaman Mansani, il est le secrétaire général adjoint du Synfamed, c'est le syndicat national des pharmaciens, médecins, dentistes et chirurgiens du Niger. Donc, M. Mansani, bonsoir. Bonsoir, M. Hassan. Donc, merci d'accepter notre invitation, le temps de revenir avec vous. Et suivant cette déclaration ce matin qui a porté sur la situation sociopolitique du Niger, une déclaration rendue publique par le Parti pour la justice et le développement PJD Hakika. Dans celle-ci, le parti a évoqué la situation du pays et la gestion des autorités de la 7e République. Le résumé de cette déclaration avec Nasser Dantoufo et Sadoudoumi. À la veille de l'année 2015, le Parti pour la justice et le développement PJD Hakika a tenu à faire le point de l'évolution de l'atmosphère sociopolitique du pays et a dressé un bilan de 4 ans de gestion du régime de Mahamadou Issifou. Un petit souci avec cet élément, le temps de revenir. Je l'annonçais, nous recevons sur ce plateau Dr Maman Sani, il est le secrétaire général adjoint du syndicat des pharmaciens, médecins, dentistes, chirurgiens du Niger, Synfamed. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Hassan. Et le Synfamed a été en mouvement la semaine dernière et relativement donc au recrutement de 130 médecins à la fonction publique, dont la liste a été affichée au niveau de la fonction publique, une liste que vous avez contestée, docteur, et pourquoi? En fait, merci. Nous remercions la radio-télévision Labari de cette occasion en fait, qui nous est offerte pour nous exprimer par rapport à cette épineuse question du recrutement de 130 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Donc en fait, il faut se rappeler que c'est un recrutement qui devait en fait intervenir depuis pratiquement l'année 2013. Mais en fait, avec tout le temps que ce recrutement a pris, la semaine passée, j'allais dire surpassée, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative avait publié cette liste. Cette liste que nous avions remarqué qu'elle comporte d'énormes irrégularités pratiquement que nous avions dénoncées en son temps. Évidemment, et c'est quoi ces irrégularités? C'est principalement le non-respect, n'est-ce pas, du critère, du choix du critère sur la base duquel, évidemment, le recrutement devait être opéré. Il faut rappeler que c'est un recrutement qui devait se faire sans concours, donc sur dossier. Et le critère sur lequel, effectivement, ces recrutements devaient être opérés, c'est l'ancienneté de la soutenance. Alors, nous avions remarqué que ces critères d'ancienneté de la soutenance n'ont pas été respectés par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Donc, on a constaté, n'est-ce pas, des confrères qui ont soutenu antérieurement à d'autres qui ont été sélectionnés. Par exemple, des camarades effectivement qui ont soutenu en 2011, 2012, qui n'ont pas effectivement été sélectionnés. D'autres qui ont soutenu en 2014 ont été sélectionnés. C'est ce qu'effectivement nous avions fustigé, nous avons condamné, ce qui a amené notre structure, le Synfamed, à rejeter catégoriquement cette sélection définitive des 130 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Bon Dieu merci, avec tout ce que nous avions eu à faire comme contestation et action, n'est-ce pas, les autorités sont revenues à la raison. L'arrêté effectivement intégrant, n'est-ce pas, ces camarades à la fonction publique a été abrogé. Donc nous avons l'arrêté en face de nous, l'arrêté numéro 3366/MF
P/RA du 23 décembre 2014 portant abrogation de l'arrêté numéro 3176/MFP/RA du 12 décembre 2014 portant liste des candidats définitivement sélectionnés au recrutement sans concours de 130 agents à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique. Oui, donc, docteur, l'erreur commise pendant la publication de la première liste a été corrigée? Oui, en fait, c'est des étapes, il faut le dire, parce que d'abord, il y avait une liste de présélection qui a été publiée par le ministère de la fonction publique. En réalité, c'est sur la base de cette présélection que les 130 premiers à soutenir devaient effectivement être sélectionnés, ce qui n'a pas été fait. Maintenant que l'arrêté qui recrutait le 130 définitivement a été abrogé, maintenant l'étape suivante serait effectivement de sélectionner définitivement les 130 qui sont les 130 premiers à soutenir. Donc ça, en fait, c'est sur ça que nous sommes actuellement, et nous estimons que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative va accélérer ces processus pour évacuer cette question du recrutement. Comme je l'avais dit, c'est une question qui a beaucoup tardé parce que c'est depuis pratiquement février 2013 que le gouvernement a annoncé officiellement en Conseil des ministres de recruter, n'est-ce pas, ces 130 médecins, et voilà, ça fait environ 200 que ce recrutement est en train de traîner. Nous estimons que les autorités du ministère de la fonction publique avec les autorités du ministère de la Santé publique et au-delà, n'est-ce pas, le gouvernement va évidemment mettre du sien pour pouvoir évidemment évacuer cette question une fois pour toutes et dans la plus grande légalité et la transparence possible. Donc, la sélection de ces 130 médecins sera faite, à vous entendre, sans problème maintenant? En principe, ça ne devait pas poser de problème parce que il faut se rappeler que ce n'est pas pour la première fois que le recrutement s'est fait au Niger des médecins sans concours. Ça a toujours été sur dossier et je pense que déjà sur la liste de présélection, on peut, si on veut vraiment de la transparence, mettre la date de soutenance de tout le monde et là, ça ne poserait pas de problème avec une liste exhaustive, n'est-ce pas? Là, ça permettra sans embâche de pouvoir sélectionner les 130 premiers. Et je vous assure que c'est pour dire que, pour rappeler, revenir en réalité, c'est l'abrogation de cet arrêté. C'est avec l'intervention du chef de gouvernement, il faut se le rappeler que cet arrêté a été abrogé et nous avions été reçus par son excellence monsieur le Premier ministre et c'est des instructions effectivement qu'il avait données à ce qu'une liste exhaustive soit établie de tous les médecins avec effectivement leur date de soutenance, donc du premier à soutenir jusqu'au dernier à soutenir. Donc nous estimons que prochainement des problèmes comme ça ne se poseront pas et évidemment des gens vont essayer de faire leur travail comme il faut, comme ils ont l'habitude de le faire. Les derniers recrutements qui avaient intervenu en 2011 n'avaient pas posé de problème parce que tout simplement les choses avaient effectivement été faites dans la plus grande transparence avec la date de soutenance de tout le monde en face de son nom. Et bien facilement on pouvait évidemment comprendre qui est le plus ancien à soutenir, qui ne l'est pas, et même s'il y a quelque chose on pouvait le comprendre. Mais bien, cette fois-ci, comme les gens voulaient faire leur mascarade et c'est à dessein, donc ils n'ont pas évidemment voulu mettre la date de soutenance de confrères à côté, mais heureusement nous avions été vigilants et nous avons pu déjouer cette manœuvre dont nous estimons que ça ne reprendra plus. Oui, donc vous, quel commentaire vous avez cité la publication de cette première liste qui a été d'ailleurs publiée sans, comme vous l'avez dit, respect des critères? Bon, le critère que ça nous suscite, sincèrement, c'est le commentaire, pardon. Sincèrement, c'est en fait quelque chose qui doit interpeller la conscience de tout Nigérien. Et ça, c'est des choses que peut-être nous avions été vigilants pour pouvoir évidemment cerner. Et ça, c'est parce que tout simplement, peut-être nous constituons un monde restreint autour duquel tout le monde connaît tout le monde. D'abord, tous ceux qui ont fait Niamey, on se connaissent tous, et même ceux qui ont fait l'extérieur, donc on se connaît tous parce que vraiment notre monde, le monde médical, c'est un monde qui est restreint. Mais ça prouve qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être gênées, ne leur firment pas comme il faut, mais ça nous met du doute, des soupçons, pour dire que sincèrement, il n'y a pas de la plus grande transparence en ce qui est, n'est-ce pas, du recrutement de fonctionnaires de l'État. C'est ce qui nous a en réalité poussé, si vous vous rappelez, les semaines dernières, lorsqu'il y avait un recrutement qui est en instance pour 114 autres médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui a été annoncé au début du concours. Et c'est effectivement ce qui nous a motivés parce qu'on a douté effectivement de la transparence et des irrégularités qui ont à un certain moment de l'histoire caractérisé, n'est-ce pas, le recrutement à la fonction publique du Niger, a rejeté en bloc le principe du recrutement de médecins par concours. Et voilà, l'histoire est en train de nous donner raison. Même pas, si c'est un concours, peut-être nous ne serons pas à même de pouvoir cerner ces irrégularités et ces imperfections, mais voilà que ce n'est même pas un concours. Les gens ont voulu jouer à un autre jeu, mais malheureusement nous avions effectivement
pu déjouer cela, et nous estimons que les uns et les autres vont pouvoir être à même de pouvoir faire les choses dans la plus grande transparence pour le bonheur de tout Nigérien. Parce qu'il faut se rappeler sincèrement, s'il faut pour recruter un agent de santé passer par une autre voie, il faut passer par la tricherie. Moi je pense que la santé du citoyen nigérien sera mise à rude épreuve. Vraiment, c'est le citoyen nigérien, sa santé qui sera mise en péril. Là je pense qu'effectivement les gens se doivent prendre conscience de cela et de pouvoir faire les choses de la plus grande transparence possible, parce que l'objectif que nous visons tous, même nous qui faisons du syndicat, en réalité c'est une manière d'apporter notre contribution pour l'amélioration de la santé de la population nigérienne. Et je pense que c'est le même objectif partagé par le gouvernement à travers bien sûr le plan de développement sanitaire 2011-2015. Je pense que ce n'est pas en réalité de contestation de plus, mais c'est une manière pour nous d'apporter notre contribution, et je pense que les autorités l'ont reconnu. Ils savent qu'évidemment le fait de faire cela, nous avons apporté un plus pour notre pays, et je pense que nous allons continuer dans cette logique sans aucun regret, en tout cas des choses, des imperfections comme ça, nous n'allons pas hésiter en réalité à les dénoncer, et je pense que les autres structures syndicales vont aussi veiller à ce qu'au moins qu'il y ait un minimum de transparence dans tout le secteur de l'administration nigérienne. Oui, donc docteur, le temps de revenir avec vous, signalons cette activité jeunesse et volontaire pour un développement durable. C'est sous ce thème que s'est tenu ce dimanche à l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2014 de l'Association des jeunes volontaires nigériens pour l'environnement. La cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale a eu lieu donc ce matin au centre de formation scout de Kwaratagi en présence de notre reporter Michel Dedi. Il s'agit d'une assemblée générale qui vise principalement à faire le bilan des actions entreprises par cette association durant l'année 2014 et de planifier les activités phares qui seront menées en 2015. Je voudrais réitérer mes félicitations à toutes les actions qui ont été accomplies tout au long de cette année. Au sein du domaine médiatique, on pourra parler de scoop ou d'exclusivité. Je voudrais aussi vous informer que JVE Niger a été sélectionné pour accueillir la prochaine Assemblée générale internationale de JVE International. Pour ce faire, nous devions, tous autant que nous sommes, mettre le pied à l'étrier. Commencer l'organisation de cette rencontre internationale prévue pour le mois de février. Pour davantage vous stimuler dans ce sens, cette rencontre-là mobilisera pas moins de 150 personnes venant de l'étranger et mieux, venant de 22 pays où sont représentés JVE dans le monde. Une rencontre de haut niveau qui témoigne des efforts et de la volonté de la jeunesse nigérienne à être au cœur des actions de préservation de l'environnement, aussi bien au plan national qu'international. Donc je voudrais quand même profiter de cette occasion pour vous féliciter d'avoir eu l'occasion d'abriter l'Assemblée générale internationale de JVE. Donc c'est pour moi l'endroit de demander aux plus hautes autorités de ce pays, notamment le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Environnement, de vous accompagner dans cette noble initiative. Parce que le travail que vous faites, vous le faites pour accompagner, pour appuyer les autorités dans leurs efforts en matière d'environnement. Donc au-delà de ces deux ministères, je lance un appel aussi aux bonnes volontés pour qu'ils puissent vous accompagner à réaliser cet événement qui va rehausser l'image du Niger, qui va rehausser l'image de la jeunesse nigérienne qui est déterminée à travailler dans le domaine de l'environnement. Créée il y a 5 ans, l'association des jeunes volontaires pour l'environnement JVE Niger continue ainsi à contribuer à la création d'un cadre environnemental sain plus favorable au bien-être de tous à travers ses activités de sensibilisation, de plaidoyer et d'action. Je l'ai annoncé au début de cette édition, la situation sociopolitique du Niger était au centre d'une déclaration ce matin du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika. Dans celle-ci, le parti a également donc évoqué la gestion des autorités de la 7e République. Le résumé de cette déclaration avec Nasser Dantoufou.
À la veille de l'année 2015, le Parti pour la justice et le développement PJD Hakika a tenu à faire le point de l'évolution de l'atmosphère sociopolitique du pays et a dressé un bilan de 4 ans de gestion du régime de Mahamadou Issoufou. 4 ans à divertir, diviser, menacer, arrêter et emprisonner sans motif les opposants, les acteurs de la société civile, les syndicalistes, y compris les journalistes. Ce qui a valu un recul net pour le Niger en matière de liberté de presse. 4 ans à dilapider les deniers publics à travers des infrastructures surfacturées, inachevées ou de piètre qualité, comme son prétendu échangeur, son fameux tramway appelé train, le petit marché de Maradi et récemment son Dosso Soga. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que Issoufou Mahamadou, à travers son discours du 18 décembre 2014, reconnaît l'échec de sa fameuse renaissance, illustrée par le manque de viabilité de son gouvernement d'amateurs. Cet échec, Issoufou l'impute au peuple nigérien qu'il a sans état d'âme qualifié de fainéant, d'inentreprenant, d'oisif et non productif. Un peuple qui, selon lui, est prompt à fabriquer des enfants qu'il ne peut ni nourrir, ni soigner, ni éduquer. C'est pourquoi le PJD Hakika appelle à plus de patriotisme. Au regard de tout ce qui précède, le PJD Hakika appelle l'ensemble des Nigériens soucieux de la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser constamment pour qu'en 2016, la malgouvernance soit reléguée dans les poubelles de l'histoire. Dans la même lancée, le PJD Hakika encourage les partis politiques, les syndicats et organisations de la société civile, y compris les journalistes, qui ont su rester dignes et fidèles à leurs idéaux d'origine. Aussi, il exhorte ceux déjà embrigadés à se ressaisir promptement pour participer au noble et obligatoire combat contre la malgouvernance qui prendra fin démocratiquement, Inch'Allah, en 2016. Le PJD Hakika a également fait cas des conséquences des attaques terroristes dans la région de Tillabéri et à l'est dans la région de Difa qui continuent à accueillir des réfugiés nigérians qui fuient les attaques de Boko Haram, des situations qui deviennent de plus en plus inquiétantes. Rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de la déclaration rendue publique ce matin par le parti PJD Hakika. Revenons sur ce plateau avec notre invité, Dr Mamman Sani. Et docteur, récemment, le Sanfamed a rendu public une déclaration. Dans celle-ci, vous avez exigé le paiement des primes et des primes de spécialisation et bonification, de rappel des incidences liées aux avancements et reclassements. Et à cette date, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces différentes revendications? Voilà, il faut se dire que cette déclaration, en réalité, c'est un rappel parce que il faut se rappeler qu'à travers un certain nombre de mouvements de grève que nous avions observé le mois passé, nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement, conjointement avec le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, exactement le 12 mai 2014. Et ce qui nous a en fait amené à signer ce protocole d'accord, c'est ces points dont vous avez effectivement énuméré. D'abord, la bonification et la prime de spécialisation pour le médecin, pharmacien, chirurgien, dentiste spécialiste. Et le deuxième point qui est en fait contenu dans ce protocole d'accord, c'est le paiement de rappel de médecins nouvellement recrutés et les incidences financières liées aux avancements et reclassements effectivement de nos collègues. Et jusqu'à notre déclaration, effectivement, ces deux points, n'est-ce pas, souffraient parce qu'ils n'ont pas eu une suite en fait heureuse, parce que bon, par rapport au deuxième point surtout, celui de rappel, nous avons depuis la signature du protocole d'accord, une seule liste a été payée, donc nous attendons jusqu'à aujourd'hui encore d'autres listes, que ce soit pour le rappel, que ce soit pour les incidences financières. Donc nous attendons peut-être que dans les jours, parce que rien que je vous ai dit, on a pu rencontrer les autorités et même effectivement le chef du gouvernement qui a pris des engagements rien que la semaine passée pour dire que par rapport au rappel, et nous serons effectivement désintéressés dans les jours à venir et nous l'espérons vivement. Maintenant, par rapport à la bonification et aux primes de spécialisation, il faut d'abord rappeler qu'il y a des choses à ces niveaux. Il y a d'abord la bonification qui est déjà prévue par le statut général de la fonction publique. Là, en réalité, c'est une bonification de 2 échelons qui est octroyée à chaque médecin, pharmacien
pharmaciens et chirurgiens dentistes après une spécialisation. Là, d'abord, c'est même ce qui est prévu par le texte, qui n'est pas en fait octroyé à tout le monde. C'est vrai, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Et nous voulons, en tout cas, tout celui qui est spécialiste bénéficie de ces deux bonifications d'échelon prévues par le texte. Mais nous avons estimé que de bonification de 2 échelons, c'est insuffisant vu le nombre d'années de spécialisation que le médecin, pharmacien et chirurgien dentiste font. Nous avons estimé, comme ça s'est fait dans d'autres pays, il faut que ce médecin effectivement bénéficie d'une prime de spécialisation en fonction, n'est-ce pas, du nombre d'années de spécialisation qu'ils ont eu à faire. C'est en ce sens que des négociations ou des démarches ont été engagées avec les autorités, mais jusqu'à présent qui tardent à donner les fruits inhérents. Mais nous estimons que voilà, nous, c'est ça les revendications. D'abord, donner les 2 bonifications prévues par le statut général de la fonction publique parce que nous estimons que c'est un acquis. Et après, il faut évidemment accorder cette prime de spécialisation en fonction du nombre d'années de spécialisation que le confrère effectivement arrive à effectuer. Et c'est là aussi le gouvernement est en train effectivement de traîner les pas pour pouvoir concrétiser ça. C'est en ça, c'est ce qui nous a motivé à le rappeler des engagements qu'il a eu à prendre dans le protocole d'accord et à travers plusieurs rencontres avec, n'est-ce pas, le gouvernement. Et nous estimons qu'il va écouter effectivement cette déclaration ou nos revendications avec une oreille attentive pour ne pas nous amener encore à renouer avec évidemment le mouvement de grève, parce que vous savez que la grève dans un secteur si sensible de la santé, nous sommes conscients que c'est la population en réalité qui perd le lourd tribut. C'est pour ça, en tout cas, nous attirons d'abord l'attention. Avant même cette déclaration, comme je vous l'avais dit, les grèves que nous avons, parce que ce n'est pas une grève, que nous avions effectivement observé, nous les avions observées conjointement avec le SUSAS, nous avions écrit une lettre au gouvernement pour lui rappeler ses engagements. Donc nous estimons qu'il va effectivement falloir que le gouvernement prenne ces questions avec le plus grand intérêt et qu'il puisse effectivement résoudre ces problèmes pour éviter à la population sincèrement de payer les lourds tributs des grèves des syndicats du secteur de la santé, parce que c'est pas en fait quand vous voyez un syndicat partir en grève, surtout dans notre secteur si sensible que celui de la santé, ce n'est pas des gaietés de cœur. C'est pour ça effectivement nous privilégions toujours, n'est-ce pas, des dialogues, mais si les autorités refusent effectivement de donner une suite favorable, là, nous serons amenés obligatoirement à aller effectivement à déposer le blues et aller en grève. Oui, des grèves, il y en avait eu dans le secteur de la santé, notamment avec vos collègues médecins spécialistes qui venaient d'achever une autre grève de 11 jours. Et eux aussi, ils exigent le paiement des primes de spécialisation. Docteur, leurs revendications sont légitimes. Et pourquoi le Symphamed et le SMES ne se collaborent pas pour mener une lutte commune pour atteindre l'objectif? Oui, en fait, c'est vrai, les revendications sont les mêmes. Mais il faut rappeler que le SMES est né du Symphamed. Parce que ça, il faut d'abord partir sur cette base. Et je vous avoue que cette revendication, c'est vrai, c'est une revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une revendication qui date pas même parce que nous avions été élus au BEN juste en 2013, en début 2013, et c'est une revendication que nous avions héritée. Il faut rappeler que le secteur de la santé, surtout le Symphamed, depuis pratiquement l'arrivée de ces régimes, les régimes même lorsqu'il était arrivé, a retrouvé effectivement le secteur de la santé, surtout les Symphamed en débrayage, parce qu'à l'époque, nous revendiquons ce que nous appelons statut autonome. Alors, à défaut de ce statut autonome, nous avions pu avoir une grille spéciale ou un statut particulier des agents de santé qui englobe tous les agents de santé et de l'action sociale. Mais malheureusement, au niveau de l'élaboration de cette grille, la bonification la prime de spécialisation n'a pas été effectivement prise en compte. Elle a été évidemment reléguée au galan grec. Selon les autorités, ils ont pris des engagements. Alors nous, au niveau du Congrès, nous a été mandat de suivre cette question et de pouvoir l'aboutir. Alors nous sommes dans ce processus effectivement de l'aboutissement parce que comme je vous l'avais dit, en réalité, il faut d'abord privilégier les dialogues. Nous sommes pour parler avec les autorités par rapport à cette question. Un certain nombre de confrères ont estimé que le Symphamed est en train de traîner par rapport à cette question. Ils avaient estimé que il fallait aller plus vite en besoin. Et vraiment, c'est ce qui est à la base de la création du message. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais dans tous les cas, au nom de la liberté d'association, au nom de la démocratie, au nom du pluralisme syndical, nous sommes entièrement d'accord et nous estimons que c'est un processus naturel, la création du SMES. Je ne voulais pas faire de
nous estimons que nous avons tous les revendications pareilles. La prime de spécialisation, parce que même à notre niveau, il y a des spécialistes au niveau du Saint-Famed. À leur niveau, il y a des spécialistes. Nous estimons que c'est vrai, on pouvait être ensemble pour faire le combat. Mais peut-être la manière de faire le combat peut différer. Mais dans tous les cas, ça, même notre plateforme revendicative qui est issue du 7e congrès, en tout cas, ces points de bonification et des primes de spécialisation, c'est le premier point effectivement de notre revendication, et c'est le point sur lequel, si vous vous rappelez bien, comme je l'avais dit, évidemment nous avions observé au moins 3 séries de grèves, après lesquelles le gouvernement a pris des engagements et a signé un protocole d'accord. Nous sommes en train de rappeler, parce que c'est tout un processus, comme je vous l'avais dit, pour un syndicat, en tout cas si sensible que celui de la santé, en tout cas pour nous, nous considérons que la grève c'est le dernier recours. Si d'ici une certaine période, n'est-ce pas, les autorités n'arrivent pas à donner une suite favorable à cette question, comme je l'avais dit, nous serons nous allons être obligés de déposer le blues et de débrayer. Mais pour le moment, nous sommes à l'étape, effectivement, le gouvernement a pris des engagements. Là, il faut le mettre devant le fait accompli. Il faut prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous l'avons dit, je pense que suffisamment la population est sensibilisée par rapport à ça. Pour l'intérêt de la population, le gouvernement doit voir. Parce que l'objectif, comme je l'avais dit, nous, tout ce que nous voulons, c'est d'offrir à la population des soins et services, n'est-ce pas, de qualité. Je pense que c'est dans ce sens que nous revendiquons cela. Voyez-vous, nos confrères spécialistes nigériens sont vraiment dans un état. Il faut comprendre qu'un médecin généraliste et un médecin spécialiste soient rémunérés de la même manière. Moi, je pense que ça, il n'y a pas justice. Nous sommes entièrement d'accord de la légitimité, de la légalité de cette revendication, et nous estimons que les autorités vont le plus rapidement possible essayer de résoudre cette revendication. Sinon, en tout cas, il va retrouver sur son chemin les Saint-Famed et même d'autres effectivement syndicats qui œuvrent dans la même logique. Mais pour le moment, en tout cas, nous avons dit que nous avons signé un protocole, nous mettons le gouvernement devant le fait accompli et nous attirons son attention, et que tout ce qui va advenir, que nous le prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Si rien n'est fait, en tout cas, dans les jours à venir, nous allons effectivement nous aussi rentrer dans la danse. Mais nous estimons que c'est un processus que nous sommes en train de suivre, et voilà. Merci donc, docteur Maman Sani. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du Saint-Famed, et merci d'avoir accepté notre invitation, et restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Du sport, la Fédération nigérienne de rugby a bouclé sa saison sportive 2013-2014 ce matin avec le festival Get Into Rugby. C'est un programme destiné donc à initier les jeunes dès le bas âge à la pratique de cette discipline sportive qu'est le rugby. Ibrahim Tikiri. Près de 400 jeunes ont participé à ce festival Get Into Rugby. Il s'agit d'un projet d'initiation du rugby à la base, piloté par la Fédération nigérienne de rugby avec l'appui de la Confédération africaine de rugby. Les enfants, ils sont organisés dans différents sites au niveau de Niamey. Il y a ceux qui viennent de Saï, d'accord. Donc le projet intervient surtout sur des sites bien identifiés au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Donc au niveau de Harobanda, de l'aéroport de Niamey 2000, nous animions des séances d'entraînement, au moins 2 séances par semaine, d'accord. Donc les enfants sont issus en tout cas de ces sites d'entraînement, que à chaque fois que nous avons à organiser un tournoi ou un festival, on les mobilise pour venir, pour les amener à venir faire un peu de démonstration par rapport à ce qu'ils ont appris durant les séances d'entraînement. Donc voilà que aujourd'hui nous les avons réunis pour vraiment fêter la mise en œuvre du projet Get Into Rugby, du programme des activités de l'année 2014. Émerveillé par l'engouement de la jeunesse pour la balle ovale, le président du COSNI a encouragé les responsables de la FENI Rugby à poursuivre ce travail à la base. J'ai vu ce qu'on attend du sport, c'est-à-dire la formation à la base. J'ai eu des explications utiles du président que voici, M. Guéraud, qui m'a expliqué ce qu'ils sont en train de faire à travers ce festival-là. Et je pense que ceci rencontre une de nos préoccupations. Et nous encourageons toutes les fédérations qui veulent réussir de retourner à la base. Parce qu'il n'y a pas de sport tant que vous ne faites pas la formation à la base des jeunes. Nous avons vu un terrain rempli de jeunes
Je me suis demandé comment ils ont fait. Mais c'est du travail. Ils sont en train de travailler à la base, ils sont en train de faire de la formation des formateurs, ils forment les entraîneurs, ils forment les arbitres, mais je pense qu'il y a l'espoir. La Fédération nigérienne de rugby a été récemment honorée par l'instance africaine de rugby à Paris. Un trophée d'encouragement pour l'exécution parfaite du projet Get Into Rugby. L'Assemblée générale de la CAR, la Confédération africaine de rugby, s'est tenue du 10 au 14 à Marcoussis en France. Nous étions à cette assemblée par l'intermédiaire du directeur technique national qui est Yacouba Hamani Dibolo. Et sur plus de 30 pays, nous avons remporté le trophée d'encouragement dans le cadre de la mise en œuvre du Get Into Rugby. C'est très très important. Plus de 30 pays qui étaient présents. Et c'est le Niger qui a remporté le projet. C'est un trophée d'encouragement. Notons qu'en marge de ce festival, il y a eu la remise des récompenses aux meilleurs du championnat national de rugby. Ainsi, l'AS SIN occupe la première place et l'AS Université la deuxième place. Les capitaines des deux équipes ont reçu une coupe et des ballons. Du sport encore, le club de karaté Nigetip, un club des arts martiaux de la capitale, a soufflé ce dimanche 28 décembre 2014 ses 25 bougies d'existence. À cette occasion, les responsables de ce club ont organisé une manifestation au cours de laquelle les participants ont eu droit à des séries de démonstrations. Nasser Dantoufou. Voilà 25 ans, 25 longues années que le club de karaté Nigetip des arts martiaux est au service de tous ceux qui désirent apprendre ce noble art. C'est pourquoi Nigetip Club des arts martiaux a jugé utile de fêter ses 25 ans d'existence. 25e anniversaire de ce club, 25 ans, ce qui représente un quart de siècle. Ce n'est pas rien. Je me souviens encore hier, quand on était jeune, dans cette salle-là, que de chemin parcouru. Franchement, il faut dire que le sérieux de ce club-là a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ceux que nous sommes, de grands élèves, de maîtres, et nous le reconnaissons beaucoup de choses. Il nous a enseigné la discipline, le savoir du karaté, et a démontré que le karaté n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le karaté. On peut le pratiquer très jeune, on peut le pratiquer très vieux et on peut le assez âgé. Maître, aujourd'hui, il a 71 ans. Donc tout le mérite est à lui. Il est 7e dan et c'est l'un des plus gradés ici au Niger. Après une série de démonstrations, des élèves se fit celle des maîtres en kata, puis en technique de combat du grand maître. Cette dame, maître Siddikou Omar, responsable et fondateur du club Nigetip des arts martiaux, qui dresse un bilan de 25 ans d'activité. Notre 25e anniversaire de l'ouverture de ce club, j'ai dirigé le club avant d'être ici parce que mon club est créé depuis 76, octobre 76. Alors donc j'entraîne les gens depuis 76 à ces jours. Et j'ai remercié mes élèves. J'ai formé des champions. Présentement, j'ai des élèves qui sont champions à Dakar, en France, un peu partout. De ce club qui fait la promotion du karaté au Niger est sorti des champions sous-régional et national. À l'exemple de cet élève qui a une médaille d'or au jeu du 18 décembre à Dosso. À l'international, de l'avion d'Air Asia a disparu avec 162 personnes à son bord sont suspendues. L'appareil est disparu ce dimanche entre Indonésie et Singapour. C'est toute une région qui est mobilisée pour retrouver l'avion disparu. Les recherches ont été effectuées toute la journée jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée pendant la nuit. Des recherches coordonnées par le gouvernement indonésien. Nous allons recevoir 3 vaisseaux marins et 3 avions de la Malaisie. Singapour et l'Australie ont également proposé un avion. Nous réunissons toute l'assistance et menons cette opération de recherche.
Le contact a été perdu à 7h55 heure locale. L'Airbus A320 de la compagnie low cost malaisienne AirAsia a disparu des radars sans explication. Il assurait la liaison entre Surabaya en Indonésie et Singapour. À son bord, 162 personnes, 7 membres d'équipage dont un copilote de nationalité française et 155 passagers, principalement des Indonésiens. Toute la journée, les proches ont attendu des nouvelles, l'espoir s'amenuisant au fur et à mesure. J'aurais dû partir avec eux, mais j'ai annulé il y a 2 semaines car j'avais des choses à faire. J'ai 2 amis dans cet avion. Ils sont partis avec 5 membres de leur famille. Les recherches se concentrent pour l'instant sur une zone en Indonésie. La position de l'avion n'est pas loin de la plage selon les dernières données que nous avons reçues du contrôle du trafic aérien. Les causes de la disparition de l'appareil sont encore inconnues. Seule indication, le pilote a demandé à dévier de son plan de vol en raison de mauvaises conditions météo, quelques minutes avant sa disparition. Donc, à 13 ans de présence, les forces de l'OTAN ne sont pas parvenues au bout des talibans. Retour sur cette difficile mission de cette force dans cet élément. Lorsqu'elle démarre en octobre 2001, l'opération Liberté immuable prend des allures de démonstration de force. Face au terrorisme islamiste qui a frappé l'Amérique un mois plus tôt, l'une des plus grandes alliances militaires de toute l'histoire se met en place. En 14 ans, près de 150 000 soldats de 48 nationalités différentes, dont 3 500 Français en tout, des contingents turcs et même allemands seront débarqués sur les terres hostiles de l'Afghanistan. Ben Laden est traqué aux 4 coins du pays. Les talibans du Mollah Omar se réfugient dans les montagnes de Tora Bora. Al-Qaïda avait pris la liberté en otage pour régner sur ce pays. C'est ici que les terroristes avaient planifié les attaques du 11 septembre 2001. Mais grâce à vous, les talibans ont été virés du pouvoir. Mais l'opération militaire de l'ISAF, que l'on pensait éclair, piétine face à la résistance acharnée des talibans et l'Afghanistan prend des allures de nouveau Vietnam. Les troupes de la coalition s'enlisent alors que les attaques et attentats contre elles font de plus en plus de morts dans leurs rangs. En tout, 3485 soldats de l'ISAF vont tomber, le piège afghan se referme et le coût financier dépasse l'entendement. À eux seuls, les États-Unis vont dépenser 800 milliards d'euros. En 2012, les troupes de la coalition entament leur retrait. Le retrait des forces combattantes françaises d'Afghanistan avant la fin 2012. C'est un engagement que j'ai pris devant les Français et que je devais rappeler ici. Le bilan de 13 ans d'opération militaire n'est pas vain. L'Afghanistan est désormais doté d'institutions démocratiques. Ben Laden a été tué le 2 mai 2011 au Pakistan. Mais les talibans ont refait surface et semblent n'attendre qu'une chose, le départ définitif des troupes de la coalition de l'ISAF pour reprendre le contrôle du fragile État afghan, un pays gangréné par la corruption et le trafic d'opium et ravagé par 40 ans de conflit. Depuis le jeudi dernier, l'Iran effectue des manœuvres militaires. Elles se déroulent dans le sud-est du pays sur un rayon de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Objectif, tester les armements. L'Iran travaille ses muscles militaires lors d'exercices qui doivent durer 6 jours. Des manœuvres près du stratégique détroit d'Ormuz à l'entrée du golfe Persique que la télévision d'État n'a pas manqué de retransmettre. Parmi les missiles testés, le Shalamcheh, un projectile sol-air de fabrication maison. La vidéo le montre, frappant un drone en plein vol. Nous avons testé le missile lors de nos essais et il a réussi à abattre les drones. Si Dieu le veut, il sera bientôt opérationnel et utilisé lors d'hypothétiques tentatives de violation de notre espace aérien. Le même jour, l'armée a annoncé avoir déployé un drone offensif. Décrit comme une bombe mobile, l'appareil a pour but de frapper des cibles aériennes, navales, mais aussi terrestres. Si cet arsenal est nouveau pour l'Iran, le concept de vanter leurs nouvelles acquisitions ne l'est pas. Téhéran présente régulièrement ses dernières avancées militaires à la presse, mais surtout au monde, dans un but de dissuasion militaire. Comme annoncé, place à présent à la déclaration rendue publique ce matin par le parti PJD Hakika, une déclaration qui a porté sur la situation sociopolitique du pays. Très bonne réception. Réuni en session extraordinaire, ce jour, le bureau politique national du PJD Hakika, parti d'opposition indépendante,
à l'effet d'examiner l'évolution de l'atmosphère sociopolitique de notre pays, fait la déclaration suivante. Au moment où s'achève l'année 2014, le PJD Hakika se fait le devoir de rappeler au peuple nigérien l'extrême gravité de la situation chaotique dans laquelle Issoufou Mahamadou a plongé notre pays en 4 ans de mauvaise gouvernance. 4 ans à divertir, diviser, menacer, arrêter et emprisonner sans motif les opposants, les acteurs de la société civile, les syndicalistes, y compris les journalistes, ce qui a valu un recul net pour le Niger en matière de liberté de presse. 4 ans à dilapider les deniers publics à travers des infrastructures surfacturées, inachevées ou de piètre qualité, comme son prétendu échangeur, son fameux tramway appelé train, le petit marché de Maradi et récemment son Dosso Soga. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que Issoufou Mahamadou, à travers son discours du 18 décembre 2014, reconnaît l'échec de sa fameuse renaissance, illustrée par le manque de viabilité de son gouvernement d'amateurs. Cet échec, Issoufou l'impute au peuple nigérien qu'il a sans état d'âme qualifié de fainéant, d'inentreprenant, d'oisif et non productif. Un peuple qui, selon lui, est prompt à fabriquer des enfants qu'il ne peut ni nourrir, ni soigner, ni éduquer. Issoufou doit savoir que ses prédécesseurs s'étaient mis au travail pour assurer les services sociaux de base. En lieu et place, son régime d'incompétents composé de corrompus et de corrupteurs n'a pu mettre en place qu'un système d'échec, de destruction du tissu social et des valeurs sociales, avec comme corollaire l'exode massif, la mendicité et autres actions abjectes. L'histoire a toujours démontré que les Nigériens se sont distingués par leur ardeur au travail. Mais malheureusement, le régime pourri de Issoufou Mahamadou a tout travesti. En effet, sa fameuse renaissance ne crée pas d'emploi, en plus d'avoir fortement politisé l'administration qui se trouve paralysée par la mise à l'écart des cadres compétents. Ce peuple si vaillant et clément ne mérite pas une telle insulte de la part de celui qui lui doit tout. En effet, ce peuple a payé ses études, a versé son sang pour instaurer et rétablir chaque fois que de besoin la démocratie sans laquelle Issoufou Mahamadou ne sera jamais président de la République, fût-il par accident. Nous constatons qu'Issoufou, en comparant la société nigérienne à celle de l'Europe, ne connaît rien de la force des valeurs socio-culturelles du peuple qu'il dirige. Qu'il sache que le Niger ne se développera valablement qu'avec les valeurs et moyens locaux. Nous constatons également que Issoufou n'a rien compris de la nécessité d'un changement de mentalité. Seulement, comme le PJD l'a toujours dit, cette mutation doit s'opérer chez la génération d'hommes politiques de la conférence nationale à la classe actuelle qui nous dirige. Elle doit, 1. Faire son mea culpa en cessant de mentir et de vendre des chimères à la place des promesses réalistes. 2. Se faire élire ou réélire sur la base d'un programme crédible, réalisable et porteur de progrès social. 3. L'échec de cette génération est lié à sa périlleuse stratégie d'assimilation des électeurs à des proies inconscientes qu'il faille appâter avec de l'argent, du savon, de l'huile, du thé et quelques malheureux billets de banque volés dans les caisses de l'État pour les mobiliser. 4. Ils doivent se retirer de la scène politique pendant qu'il est encore temps, avant de subir des humiliations dans quelques années, surtout qu'ils n'ont pas su se comporter en leader unificateur, constructeur et mobilisateur autour de la nation. De son côté, la nouvelle génération politique non compromise doit comprendre que sa participation à la gestion se trouve au bout de sa forte implication consciente, non téléguidée, dans un élan de conquête saine du pouvoir. Elle doit alors cesser d'être un bétail électoral au service de la vieille garde pour intégrer les partis politiques non compromis au sein desquels elle votera pour des candidats jeunes qu'elle-même a démocratiquement désignés sur des critères de crédibilité, de patriotisme et de compétences avérées, gage de progrès social au bénéfice de toutes les générations. D'ailleurs, la génération d'hommes politiques de la conférence nationale est sans scrupule
Pour elle, tous les coups bas sont permis. C'est pour cela que Mohamed Issoufou, président de la République, a inventé cette affaire de bébé. Nous, au PJD Hakika, nous réaffirmons notre ferme conviction que l'affaire des bébés dits importés, même si elle revêt un caractère judiciaire, son traitement spécial est purement politique aux fins de condamner et disqualifier Hamamadou pour les présidentielles de 2016. Sinon, comment comprendre le silence coupable de Issoufou sur les affaires de Bazoum, dont celle relative au passeport? La paranoïa d'Issoufou Mahamadou d'un deuxième mandat à tout prix et l'instrumentalisation de certaines institutions de la République, comme l'Assemblée nationale, ont plongé le pays dans une grave crise politique. Cette crise volontairement créée ne doit pas justifier un quelconque report des élections locales et municipales que nous, au PJD Hakika, nous n'accepterons jamais. À tout cela, il faut ajouter que la présence de Boko Haram dans la zone de Difa et du Moujao dans la zone de Walam devient de plus en plus préoccupante malgré les centaines de milliards prétendus investis dans la sécurisation du pays. Au regard de tout ce qui précède, le PJD Hakika appelle l'ensemble des Nigériens soucieux de la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser constamment pour qu'en 2016, la malgouvernance soit reléguée dans les poubelles de l'histoire. Dans la même lancée, le PJD Hakika encourage les partis politiques, les syndicats et organisations de la société civile, y compris les journalistes, qui ont su rester dignes et fidèles à leurs idéaux d'origine. Aussi, il exhorte ceux déjà embrigadés à se ressaisir promptement pour participer au noble et obligatoire combat contre la malgouvernance qui prendra fin démocratiquement, Inch'Allah, en 2016. Vive le Niger et son vaillant peuple, vive la démocratie, vive le PJD Hakika, tous unis, nous vaincrons.